Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. J'invite toutes celles et ceux présents dans la salle à bien vouloir fermer la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 20, loi édictant la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, Monsieur le Président. Alors, ce matin, nous recevons les représentants de l'Association des médecins d'urgence du Québec, ainsi que, par la suite, le Conseil du statut de la femme. Nous ajournerons nos travaux à 18 heures. Donc, je souhaite bien évidemment la bienvenue aux représentants de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Avant de débuter avec votre présentation, j'aimerais recueillir le consentement des collègues pour terminer au-delà de l'heure prévue afin d'entendre nos deux groupes ce matin. Y a-t-il consentement? Il y a consentement. Alors, vous disposez, chers représentants de l'Association des médecins d'urgence du Québec, d'une période de 10 minutes pour faire votre présentation. Par la suite, s'en suivra une période d'échange avec les parlementaires. Bien vouloir, s'il vous plaît, pour les fins d'enregistrement, vous identifier ainsi que vos titres, fonctions. Et sans plus tarder, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Bernard Mathieu, président de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Je suis accompagné de M. Louis Fizet, qui est agent de communication à l'Association. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de votre invitation à venir présenter le mémoire de l'AMUQ à la Commission parlementaire sur le projet de loi 20. Dans les 10 minutes qui me sont allouées, je vais extraire les points clés du mémoire que vous avez reçu. En introduction, il est important de souligner que l'AMUQ est un regroupement volontaire de médecins d'urgence, dont la vision est l'excellence de la médecine d'urgence au service des citoyens. Nous n'avons aucune affiliation syndicale et nous regroupons à la fois des médecins spécialistes, des médecins de famille membres de la FMOQ et des résidents. Nous n'avons aucun rôle dans les questions financières telles que la rémunération. Par contre, les questions de qualité du milieu de travail, de formation médicale, des impacts des politiques sur les soins d'urgence et de l'excellence des soins offerts à la population sont au cœur de nos préoccupations. D'entrée de jeu, nous sommes très au courant des déficiences de la prise en charge en première ligne, une grande proportion de nos patients n'ayant pas de médecin de famille ou étant incapables de les rejoindre en temps voulu. Comme mes collègues et la grande majorité des intervenants du réseau, nous doutons cependant que la méthode employée par le projet de loi 20 soit la bonne solution, d'abord et avant tout parce qu'il a été développé sans la contribution des médecins concernés et parce qu'il mise exclusivement sur des méthodes coercitives et punitives pour atteindre son objectif. Un des principes clés de toute réforme d'envergure est d'obtenir la participation et l'engagement des acteurs clés, alors que le projet de loi 20 n'a réussi qu'à soulever colère et indignation auprès des médecins. Quel autre corps de métier se fait autant contrôler que les médecins du Québec? J'ai gradué la même année que le Dr Barrett. Comme lui, j'ai vu une succession de mesures contraignantes limiter la liberté professionnelle dans les 30 dernières années. Les AMP, les PREM, les PEM, et maintenant les quotas, l'assiduité et la nouvelle mouture des AMP que sont les AMF. En fait, il s'agit des mêmes activités, mais j'y reviendrai. Qui dans la population s'est déjà fait candidement proposer des baisses de rémunération de 30 %? Selon le ministre, jusqu'à 25 % des médecins seraient coupés et un autre 50 % auraient à modifier significativement leur travail pour éviter ces coupures. Quel chambardement! D'autant plus que les conditions requises pour être conformes au projet de loi 20 sont mal précisées. Nous ne savons pas ce que les règlements contiendront, le ministre retardant leur publication pour se garder toute la latitude pour les imposer une fois que la loi sera adoptée. Dans notre mémoire, nous soulignons les pouvoirs importants que le ministre se donne. Nous sommes particulièrement inquiets des 4 articles cités que nous avons extraits qui permettent au ministre de décider unilatéralement des tâches à effectuer, des endroits où nous pourrons travailler et même de modifier les paramètres de rémunération unilatéralement toujours. En plus, il peut décréter qu'un médecin devra changer de travail à 90 jours d'avis à tous les 2 ans. De plus, le ministre détiendra ses pouvoirs jusqu'en 2020. On ne retrouve pas ces contraintes pour les autres professions. Comme si cela n'était pas déjà suffisant, les règlements ne sont pas dans le projet de loi actuel et on sait que par définition, ils ne seront pas soumis à négociation. Tout ça résulte en un énorme chèque en blanc au ministre de la Santé. Pourquoi tant de pouvoir? Pourquoi ne pas plutôt chercher à discuter? Mardi, le Collège des médecins du Québec parlait de maintenir la motivation des médecins.
Je vois ici plutôt un message très démotivant pour les médecins privés de toute liberté à la merci du ministre. Le Collège des médecins du Québec suggère de rechercher collaboration, de soutenir, non de punir. Je ne dis pas que les médecins ne sont pas redevables à la société. Ils le sont. Ils sont médecins d'abord et avant tout pour le service et le bien-être de leurs patients. Je dis que ces articles s'appuient sur une logique de coercition et d'autorité, alors qu'une logique de collaboration serait éminemment plus positive et productive. D'ailleurs, n'a-t-on pas trouvé un médecin de famille à 800 000 Québécois dans les dernières années? Parlons maintenant des urgences. Premier point clé. Il nous apparaît improbable que l'amélioration de l'accès à un médecin de famille se traduise par une diminution marquée de la demande de soins dans les urgences. Je m'explique. Nous croyons plutôt que le contraire risque d'arriver. Nous anticipons, d'une part, une diminution de l'offre. Nous craignons une diminution du nombre de médecins disponibles en raison de changements de pratique vers la prise en charge ou, ce qui serait bien plus grave, de départ pour des retraites anticipées, de migration vers d'autres provinces ou vers le privé. Et d'autre part, le maintien de la demande, à savoir que la lourdeur accrue des patients aux urgences effacera les gains qui résulteront d'une meilleure prise en charge en première ligne. La résultante risque d'être une qualité de soins et une sécurité des patients diminuée dans les urgences. Deuxième point. Qu'est-ce qu'un médecin d'urgence à temps complet? Un des éléments essentiels de notre mémoire est la reconnaissance du travail d'un médecin d'urgence. En 2009, la MUQ a publié une position intitulée « Le profil du médecin d'urgence à temps plein ». C'est probablement une des meilleures références à ce sujet et la seule qui soit québécoise. Je vous réfère à la page 8 de notre mémoire. En résumé, le médecin d'urgence devrait travailler de 24 à 28 heures cliniques par semaine. Je vais reprendre quelques minutes pour expliquer ceci. La principale différence entre le travail à l'urgence et celui des autres médecins est que les médecins d'urgence travaillent sur des quarts de travail de jour, de soir, de nuit et constamment. Cette rotation de quarts de travail a des impacts physiologiques importants et pour qu'un médecin d'urgence soit efficace, performant et qu'il puisse faire une carrière à l'urgence, il lui faut faire un équilibre entre ses horaires et les temps de repos. Nous faisons souvent le parallèle avec les pilotes d'avion qui sont limités à 100 heures de vol par mois. Le projet de loi 20 exige d'un médecin d'urgence qui veut continuer sa carrière exclusivement à l'urgence, et nous sommes 800 médecins dans cette situation. Le projet de loi 20, donc, exige 36 heures par semaine de temps clinique. Si on en fait moins, il nous faut prendre des patients en charge sous peine de pénalité. La prise en charge n'est pas notre choix de carrière. Demanderait-on à un orthopédiste de faire de la chirurgie générale? Précisons ce qu'est maintenant le temps clinique et le temps non clinique. Le temps clinique est le temps où nous sommes en train de faire des consultations à l'urgence, et le temps non clinique comprend tout le reste. Préparation des cours, des tâches d'enseignement, la formation médicale continue, les tâches administratives, la gestion, les soins, les comités hospitaliers, la recherche, le développement d'expertises particulières et j'en passe. Ceci peut varier de quelques heures à presque un demi-temps par semaine. En plus, les cas se terminent souvent bien plus tard que prévu. Cela rajoute encore des heures. Tout inclus, nous disons qu'il est raisonnable qu'un médecin d'urgence travaille environ 32 heures par semaine pour une tâche clinique de 24 à 28 heures par semaine. Mais 36 heures de clinique, cela est impossible à faire. Pour reprendre le parallèle avec le pilote d'avion, c'est l'équivalent de 144 heures par mois. D'où le ministre a-t-il pris ce chiffre? Qui vous a conseillé, Dr. Barrett? J'aimerais le savoir qu'il n'y a aucun endroit en Amérique où une telle charge de travail soit la norme. Pour les autres médecins d'urgence à temps partiel, et ils sont entre 1200 et 1700, le dilemme est énorme. Quitter leur pratique en bureau pour devenir des médecins d'urgence à temps complet? Quitter l'urgence pour se conformer aux exigences de la prise en charge? Quel sera le résultat final de ce grand remue-ménage? Il y a beaucoup trop d'incertitudes à notre avis et un grand risque pour la santé de la population si les urgences venaient à se dégarnir. Troisième point. Les conditions du projet de loi 20 sont-elles réalisables? Comme l'Association des jeunes médecins du Québec l'a exposé, les AMP sont un obstacle à la prise en charge. Le médecin ne peut être à la fois disponible pour ses patients en cabinet et passer un minimum de 12 heures en établissement. À noter que les AMF du projet de loi 20 aggraveront cette exigence, car ce n'est plus 20 ans d'AMP, mais ce sera 25 ans d'AMF. Il y a là contradiction et incohérence. Il nous apparaît beaucoup plus simple et logique de diminuer ou d'abolir les AMP et de laisser ceux qui veulent se consacrer à la prise en charge le loisir de le faire, laisser ceux qui veulent travailler en établissement le loisir de le faire, plutôt que d'obliger tout le monde à faire un peu des deux. On aura des médecins satisfaits et de meilleurs services à la population. De plus, l'expertise est maximisée et cela ne peut être que positif pour la population.
Dans le journal d'hier, j'ai lu la citation suivante du premier ministre Couillard qui parlait du projet de loi 20. « Est-ce nécessaire de légiférer? On verra dans quelques semaines. » Dans le même article, Dr Barrett a une nouvelle fois dit, et je cite, « Les gens parlent de solutions depuis le projet de loi 20. Si ça avait été fait avant, il n'y aurait pas de projet de loi 20. » J'espère que les auditions de la Commission autour du projet de loi 20 vont clairement démontrer que les solutions existent déjà et qu'elles peuvent être déployées, et que le projet de loi 20, s'il devient loi, va provoquer des chambardements majeurs dont l'issue, à notre avis, ne peut être que négative. Je reprendrai la phrase du Dr Kadir hier à cette même commission. Dr Barrett aurait notre admiration et notre approbation s'il décidait de retirer son projet de loi et de repartir sur un projet plus mobilisateur. J'aimerais poser la question suivante au ministre. Pouvez-vous confirmer que vous retirerez le projet de loi 20 si des solutions réelles aux problèmes sont avancées? Je terminerai avec une citation d'Albert Einstein. « On ne peut solutionner nos problèmes en utilisant les mêmes idées qui les ont créés. » Sortons de la dynamique de la coercition. Merci de votre attention. Merci beaucoup. S'ouvre maintenant une période d'échange avec les parlementaires en ce sens. Pour une période de 20 minutes, je cède la parole au ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, M. le Président. Alors, docteur, bienvenue à cette commission parlementaire qui est une commission où on a le plaisir de recevoir les commentaires et les suggestions des gens qui ont une expertise ou un intérêt particulier pour le dossier qui est à l'étude. Alors, je prends le relais de votre dernier commentaire. Effectivement, Einstein a dit que les mêmes méthodes vont donner les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le projet de loi 20 existe, puisque la même méthode des 15 dernières années, qui est celle de la négociation, n'a pas donné effectivement les mêmes résultats tout le temps, c'est-à-dire une absence d'accès approprié à la population pour ce qui est de la première ligne. Ceci dit, vous avez fait plusieurs commentaires qui ne sont pas surprenants. Je n'ai pas de surprise dans les commentaires que vous avez faits. Mais j'ai pas entendu beaucoup de suggestions, par exemple. Alors, la situation actuelle, là, et vous, Dr Mathieu, s'il y a une personne qui a été présente dans les 15 dernières années dans les médias à propos de la situation des urgences, c'est bien vous. Vous avez probablement été autant dans les médias, peut-être pas de façon aussi flamboyante, je le dis de façon humoristique, là, en termes de visibilité comme moi, là, mais vous avez été très présent dans les médias et je vous ai entendu dire à plusieurs reprises que la problématique des urgences se situait en amont et en aval de l'urgence. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous vouliez dire dans le passé et probablement encore aujourd'hui par la solution en amont? Parce qu'en amont, ça veut dire quelque chose. Si la solution est en amont, ça veut dire que vous avez quelque chose à nous exprimer qui pourrait peut-être être des suggestions que je pourrais prendre en compte pour améliorer l'accès. Merci, Dr Barrett. Effectivement, dans notre mémoire, nous avons parlé de solutions. Juste pour reprendre la citation d'Einstein, moi, je la voyais dans une autre façon. C'est que la coercition avant n'avait pas fonctionné. On nous offrait encore de la coercition. Bon, en parlant des solutions, une des solutions en amont, évidemment, ça ne concerne pas directement les urgences, mais c'est sûr que ça a un impact sur les urgences, c'est probablement ce qui est appelé l'accès avancé, l'accès adapté. Et ça, en ce qui me concerne, je pense que c'est vraiment une solution. L'interdisciplinarité également, les groupes de médecins de famille avec une prise en charge de groupe d'une population, ça me semble aussi tout à fait approprié comme solution pour la prise en charge en amont. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est très important. Peut-être une faiblesse aussi qui contribuerait à améliorer la prise en charge en amont, c'est la question des dossiers médicaux informatisés, des dossiers électroniques, où le Québec assume un retard important par rapport aux autres provinces. Donc, ces trois solutions sont proposées dans le mémoire que j'ai déposé et vous pourrez les constater. Quand vous me parlez d'accès adapté, vous me parlez donc, évidemment, implicitement, sans la nommer, de la capacité d'offre de service de vos collègues médecins de famille. L'accès adapté, là, tel que vous le concevez, augmenterait l'accès.
Une question d'organisation des soins aussi. Bon. Je pense que le travail de groupe, le GMF, le support d'infirmières dans le groupe de soins, je pense que c'est vraiment une solution. Et puis, je pense que c'est pas assez développé. Et je pense que les médecins, on a fait de la démonstration depuis quelques semaines, depuis que vous avez déposé ce projet de loi, qui veulent changer leur façon de travailler. Et j'espère qu'au moins le projet de loi que vous avez déposé aura ce mérite d'avoir fouetté les troupes et d'avoir justement encourager les médecins à mettre à pousser à mettre la... Donc, ce que vous nous dites, c'est que le projet de loi a provoqué un changement dans la réflexion collective médicale de famille. Je pense c'est très que oui. bien comme ça, j'en suis heureux. Maintenant, docteur, j'insiste là-dessus, là, je sais, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que quand vous parlez de la première ligne en amont, et les urgentologues que je connais, et j'en ai connu plusieurs, dont vous, puisqu'on pratique dans le même hôpital, vous êtes souvent, et vous le faites encore, peut-être pas vous personnellement aujourd'hui, mais bien de vos collègues, se plaignent du fait que la capacité n'est pas là en amont, dans les cabinets. Et dans cet esprit-là, pouvez-vous nous indiquer, dans votre lecture, s'il est vrai qu'une grande partie des patients qui sont vus à l'urgence, vous avez fait votre carrière entière à l'urgence de mon hôpital, de notre hôpital. Est-ce que c'est un pourcentage significatif des patients qui sont vus à l'urgence et qui devraient être vus en cabinet? Oui, je l'ai dit au début de mon intervention aujourd'hui, un pourcentage important des patients n'ont pas de médecin de famille. Il y a peut-être une amélioration récente, mais il reste que c'est un problème. D'ailleurs, vous avez dit vous-même que la plupart des patients âgés avaient maintenant un médecin de famille plus facilement, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les patients plus jeunes ou qui ont moins de pathologies. Mais les clientèles vulnérables, semble-t-il, sont mieux prises en charge qu'elles l'étaient auparavant. Donc, oui, il y a un problème, on ne le nie pas, on l'affirme nous aussi, mais cependant, il faut être conscient aussi du rôle négatif que les AMP ont sur la capacité en tant que telle, comme vous en parlez, là, la capacité, si on oblige les médecins à faire 12 heures en cabinet et comme en établissement, et comme l'a démontré Dr Gladu, c'est souvent plus que ça qu'ils vont faire en établissement, eh bien, c'est du temps où ils ne sont pas disponibles pour assumer la prise en charge. Là-dessus, Dr Mathieu, ça m'intéresse beaucoup. À votre avis, puisque les AMP sont décrites comme étant une quasi-torture, pourquoi le Dr Gladu et vous-même, vous nous dites vous constatez que les jeunes médecins en font plus? Est-ce que peut-être que ce serait parce qu'il y a un différentiel de rémunération par rapport au cabinet? Je ne répondrai pas à cette question-là parce que je ne connais pas la rémunération en cabinet. Ça ne fait pas partie de mon champ d'expertise du tout. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question-là au niveau de la rémunération. Qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi une obligation devient, pour une raison X, vous êtes médecin de famille? Moi, on me le reproche, puis on me le met là, régulièrement. Là, Dr Barrette, vous êtes un médecin spécial, vous êtes un radiologiste, vous ne connaissez pas ça. Pourquoi un médecin de famille, là, à qui on demande 12 heures d'AMP, en fait 24, 36? C'est quoi, là, sa motivation? Qu'est-ce que je devrais faire, là, pour convaincre le médecin de famille de faire plus de première ligne en cabinet? Vous devriez justement diminuer cette obligation de de travail en établissement. Parce qu'une fois qu'on a commencé en établissement, 12 heures, faire du demi-temps à gauche et à droite, là, c'est pas aussi motivant que d'être impliqué de façon plus importante dans une activité. Et quand vous commencez à faire de l'hospitalisation, par exemple, 12 heures, c'est beaucoup plus que ça, parce que dans le fond, votre semaine de garde est plus longue, etc. Donc, il y a un volume là, qui est difficile à limiter à 12 heures une fois que vous avez commencé. Et le Dr Gladu l'a exprimé aussi, quand vous demandez un prême dans un établissement et que l'établissement a le choix entre un médecin qui ouvre 12 heures et un médecin qui en offre 24, peut-être qu'il va prendre celui qui en offre 24. Mais c'est pas une obligation, c'est un choix. C'est pas une obligation, c'est un choix. Mais ce qui se passe avec le projet de loi 20, c'est que les choix qui sont offerts sont ingérables. Les AMP, les gens avaient le choix, effectivement, de choisir d'aller travailler 12 heures ici, faire un peu de CHSLD. Il y avait un choix, et la plupart des médecins, en tout cas, moi, j'en connais pas, qui ont été coupés à cause des AMP, qui sont pourtant assortis d'une pénalité de 30 % quand ils sont pas respectés. Par contre, avec le projet de loi 20, on voit que la coupure, elle est drôlement plus présente et on voit que c'est probablement une pièce maîtresse du projet de loi d'avoir une récupération d'argent,
peut-être pour l'obsession du déficit zéro, je ne sais pas, mais il y a ici une motivation qui semble importante de retrouver de l'argent, de reprendre de l'argent qui a été versé aux médecins. Et ça, je ne pense pas que ça soit une dynamique favorable à la médecine en général, la prise en charge. Bien, le docteur Mathieu, la pièce maîtresse du projet de loi 20, c'est l'accès pour les patients. Vous savez, là, ceux qui attendent dehors, comme aujourd'hui, pour voir un médecin dans un cabinet, et pas aller à l'urgence où on attend 17 heures. C'est ça, la pièce maîtresse. Et je comprends de ce que... Pour le réaliser, je ne pense pas. Je pense qu'il y a suffisamment d'encre qui a coulé depuis quelques semaines pour que les médecins se bottent là derrière, comme vous avez peut-être dit. Non, mais ça, c'est intéressant. Là. Si les médecins doivent se botter le derrière, ça veut dire qu'avant, la non-vision à l'horizon de la botte faisait que le derrière ne se bougeait pas. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Bien, je pense qu'on est dans une dynamique où on n'a pas le choix actuellement puisqu'il y a un projet de loi qui nous pend au bout du nez. Alors là, aujourd'hui, le projet de loi vient forcer le changement. Auparavant, les médecins ont quand même pris en charge 800 000 patients de plus. On fait des réorganisations au niveau des urgences pour diminuer le temps d'attente. On n'a pas besoin d'avoir une épée de Damoclès par-dessus la tête. Mais bon, là, on est dans un processus accéléré, si on veut, avec une menace bien réelle qui nous pend au bout du nez, qui est celle du coupure du projet de loi 20. Je veux juste bien comprendre votre commentaire, Dr Mathieu. Là. Ce que vous nous dites, là, c'est essentiellement, vous nous confirmiez qu'il y a de la capacité parce que vous venez de nous dire, puis ça m'intéresse beaucoup, puis ça intéresse les gens qui nous écoutent, que là, vu qu'il y a le risque de perdre de l'argent, ça équivaut à se faire botter le derrière puis à offrir plus de services. Si on offre plus de services, c'est parce qu'il y en a qui n'étaient pas donnés avant. Moi, je trouve ça intéressant là, comme approche, parce que c'est effectivement l'essence du projet de loi 20. Je vous remercie de nous le dire, parce que vous êtes un médecin de famille qui a une grande expérience. Là. On est diplômés de la même année, 1984. Ça en fait pas mal d'années à regarder le système. Sur le plan de ce que vous reprochez comme coercition, j'aimerais vous amener sur un autre sujet, un sujet que vous connaissez bien, parce que je pense que vous y aviez travaillé de mémoire. Vous rappelez-vous du guide de gestion clinique des urgences? Oui. Bon. Ça a été, si je ne m'abuse, un cheval de bataille de votre groupe. Les médecins d'urgence. On en fait la promotion. Non, moi je pense que vous pouvez dire que c'est un cheval de bataille, parce que si vous me dites que c'est pas un cheval de bataille, c'est parce que là, toute ma carrière antérieure servait à rien, parce que moi je me battais contre ça. Là. Pouvez-vous expliquer au public qu'est-ce qu'il y avait là-dedans de mesures que vous sollicitiez, vous, les médecins de famille, dans les urgences, en lien, par exemple, avec les consultations demandées aux spécialistes? Bon, dans le projet... Si vous voulez, je peux sortir le guide, là. Non. Dans le guide de gestion, on donne des barèmes, effectivement, pour la réponse aux consultations des spécialistes dans les urgences. Hein? C'est 2 heures. 2 heures. Alors, si je comprends bien, vous, les médecins d'urgence, vous avez eu des conversations avec le gouvernement pour mettre en place un comité multipartite de médecins d'urgence pour régler la problématique des urgences, qui, historiquement, et j'ai toujours été d'accord avec vous dans le passé, va se résoudre par l'amont et l'aval. On vient de parler de l'amont, et dans l'aval, il y a la relation avec les médecins spécialistes. Et vous, comme groupe, et vous en rappelez, vous venez de le dire, là, puis je l'explique pour que les gens comprennent bien, vous avez écrit un guide qui se voulait être un règlement qui est dans votre volonté à l'époque, qui aurait dû avoir une force de loi. Est-ce que vous vouliez que ça aille jusque-là? Vous auriez voulu là, que tous les hôpitaux mettent ça en application? Je ne pense pas qu'on aurait exigé non, mais c'était quand même la finalité, c'était le rêve. Non, donc, vous avez écrit quelque chose qui n'était pas une recommandation utile. C'est une recommandation, c'est une balise, c'est un guide. Ça sert à orienter les interventions médicales sur le terrain. Mais c'est pas besoin d'une loi pour faire ça. OK, très bien. Mais la règle que vous avez proposée, parce que c'était quand même une règle, on peut le sortir, le guide, comme je vous dis, là. Vous proposiez, vous, que, et c'était ça la proposition, moi je me rappelle très bien, là, que le mode de fonctionnement de gestion, guide de gestion clinique de l'urgence,
Ça veut dire qu'on met des règles. Fasse en sorte que le médecin spécialiste fasse sa consultation en dedans de 2 heures quand elle vient de l'urgence. Et je vais même aller plus loin, puis corrigez-moi si je me trompe, vous vouliez avoir cette règle-là 24 heures par jour. Moi, je me rappelle des discussions épiques que j'ai eues sur ce sujet-là avec vos membres. 2 heures, 24 heures par jour. Ça, dans la catégorie coercition, vous mettez ça où? Ça serait de la coercition s'il y avait une pénalité financière associée à ça. Là, actuellement, c'est des barèmes, mais il n'y a pas personne qui va enlever son permis de pratique à un médecin parce qu'il n'a pas respecté ça. D'ailleurs, c'est difficilement mesurable et ça n'a jamais été vraiment bien mesuré là, dans les urgences au Québec. Donc, ce guide-là qui date de 2006, on ne peut pas dire que cette norme-là soit appliquée. Par contre, le bénéfice qu'on a eu avec cette indication-là dans le guide de gestion, c'est qu'on a fait, on a dit aux spécialistes à ce moment-là qui venaient après leur journée de travail faire leur consultation, on leur a dit que c'était pas acceptable, que l'urgence avait besoin que les spécialistes se déplacent pendant la journée et qu'ils se mettent quelqu'un de garde à l'urgence pour répondre justement aux consultations. Et ça, c'est le changement positif qu'on a vu là-dedans. Les gens savent maintenant qu'il faut qu'ils priorisent leur urgence dans leur travail. Uniformément, ce changement-là a été uniformément aujourd'hui appliqué? Non, c'est pas appliqué en tant que tel. Par contre, il y a sûrement eu des progrès importants depuis 2006. Mais dans la problématique des urgences, le problème de l'aval demeure. Il y a toujours un problème d'aval qui est principalement un problème d'accès au lit d'hospitalisation. Je comprends. Il y a 2 problèmes à l'aval. Il y a le lit et il y a la consultation. On s'entend tous là-dessus. Mon point, c'est qu'on me reproche bien des choses, mais vous-même l'avez revendiqué. Et je dirais même que... Même façon, Dr. Barrett. Je dirais même... pas de la même façon, on se comprend, là. C'est clair, c'est pas la même façon, ça, c'est très C'est clair. Mais il en reste pas moins que vous avez identifié une solution à un problème qui existe encore aujourd'hui, qui était, si elle avait été appliquée, mais vous n'avez pas le pouvoir de le faire, et les gouvernements précédents ne l'ont pas fait, c'était une forme de coercition, et je vais vous dire une chose, tellement fondée que je l'ai mis dans le projet de loi. Est-ce que cette mesure-là va vous aider? Là, on va faire comme un des partis de l'opposition, je vais vous poser la question de la même formulation. Oui ou non? Est-ce que ça va améliorer votre situation? En théorie, oui, mais en pratique, non. Pourquoi? Parce que, malheureusement, quand on accumule des contraintes et des règles et des restrictions, ça devient un système qui est non gérable. Actuellement, comme je vous ai dit tantôt, je suis pas capable de mesurer combien de temps ça prend pour un spécialiste pour voir un patient. Je suis pas capable de le faire. Et je vois pas comment on va être capable, si le projet de loi devient une loi, de mesurer la même chose, même si vous mettez 3 heures dans votre projet de loi actuel. Donc, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, je vois pas qu'est-ce que ça va donner. On a déjà 2 heures dans le guide de gestion. Vous voulez mettre 3 heures en projet de loi. Je pense pas que ça va changer rien. Juste à titre indicatif, Dr. Mathieu, je peux comprendre que votre secteur d'expertise soit l'urgence, et c'est tout à fait correct, là. Et d'ailleurs, vous êtes un expert en urgence, là. Je le reconnais, puis je suis bien content, comme je vous disais tantôt, que vous soyez ici aujourd'hui. Mais la gestion, par exemple, du temps de ceci, du temps de cela, probablement que vous êtes au courant du système que l'on utilise dans les blocs opératoires, où on gère l'entrée dans la salle du chirurgien, de l'anesthésiste, de l'infirmière, de la sortie de salle. On a tout ça, là. C'est parfaitement faisable. Les systèmes qui font ça existent et sont opérationnels dans tous les blocs opératoires du Québec. Et transposer ça à la salle d'urgence, ben c'est une page informatique, tout simplement, supplémentaire à mettre sur la page, sur votre visualiseur que vous avez à l'urgence. C'est pas vraiment un problème. Maintenant, pour l'aval, si on revient à l'aval, est-ce qu'il y a des suggestions là, du côté de la pratique en cabinet, là? Est-ce qu'il y a des suggestions autres que vous pourriez nous faire? Oui. Alors, pour l'aval, je pense que du côté de la pratique en cabinet, une meilleure liaison avec les centres hospitaliers serait importante. Que le médecin de famille soit au courant que son patient est hospitalisé, que le médecin de famille puisse faire le suivi du patient qui a eu son congé de l'hôpital. D'ailleurs, dans certaines juridictions, il y a automatiquement une visite infirmière quelques jours en post-congé de l'hôpital pour s'assurer que les patients sont stables et puis qu'ils peuvent répondre à différentes interrogations qu'ils auront au congé de l'hôpital. Je pense que ça, ce sont des interventions qui éviteraient le retour via les urgences et une réhospitalisation.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, parce que je connais la réponse, à moins qu'elle ait changé. À Maisonneuve-Rosemont, il n'y a pas ça, hein? Et voilà. Alors, ça, la réponse à ça, évidemment, c'est le projet de loi 10. C'est à ça que ça sert. Je vous remercie de me le dire, parce que le projet de loi 10, c'est ça. Et ils vont le faire dans le futur. C'est ça, le projet de loi 10. Juste un dernier commentaire, M. le Président et Dr. Mathieu. Vous savez, en 2009-2010, il y a eu une table de concertation sur la première ligne, et c'est là que ça aurait dû se régler les choses, mais la FMOQ, vos représentants ont quitté la table. Aujourd'hui, là, vous me dites que la coercition, les ajustements financiers, c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour avoir un effet? Là, vous me dites que la menace de la loi botte la derrière. Quoi d'autre? Merci beaucoup. Peut-être, nous allons maintenant céder la parole à notre collègue. Vous pourriez peut-être rapidement, si elle le désire, répondre à la question. Pour 11 minutes 30, notre collègue de Taillon a la parole. Merci, M. le Président. Alors, bienvenue. Merci d'être là, Dr. Mathieu, M. Fizet. Moi, j'entends le ministre dire je n'ai pas de solution dans ce projet. Je demande aux gens de me donner des solutions. Moi, depuis le début de la semaine, je les entends, ces solutions. Les gens nous les donnent. On parle toujours d'informatisation du réseau. Ça revient continuellement dans chacun. Établir des meilleurs liens, de la communication. L'interdisciplinarité revient systématiquement. L'accès adapté revient aussi systématiquement, mais ce sont des solutions que le ministre ne veut pas entendre, parce que ce ne sont pas les siennes. C'est pas lui qui les a inventées, c'est pas lui qui les a imposées. Alors, il veut pas les entendre. Mais tout le monde, vous nous dites que ça passe par ça et que c'est ça dont on aurait besoin. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un problème dans la détermination des nombres d'heures d'activité médicale particulière. Le ministre vous dit 12 heures sur 36. Pourquoi les jeunes médecins en font plus? Bien, il y a des dynamiques que vous avez évoquées qui sont tout à fait justes. C'est qu'à un moment donné, si on en travaille 12, il nous reste 24, on a des frais de bureau, on a une désorganisation, on serait parti. Donc, on aime mieux concentrer un certain nombre d'heures au même endroit. Et il y a effectivement des incitatifs financiers à travailler à l'hôpital. Ça donne un peu plus. Si on transférait ces incitatifs-là à l'hôpital en soutien à domicile, peut-être qu'on aurait d'autres transitions, mais ça fait pas partie ni du projet de loi 10, ni du projet de loi 20, ni de ce qu'on entend du ministre. Alors, il y en a des solutions, il y en a des mesures claires qui nécessiteraient pas de déstabiliser tout le système, qui donneraient simplement des indicatifs un peu plus précis sur la façon d'y arriver. Donc, moi, je pense qu'il y a dans votre mémoire des pistes de solutions tout à fait intéressantes. Je vous avoue qu'en lisant, j'ai été intéressée aussi par les chiffres que vous avez mis. Vous dites qu'il y a 150 médecins spécialistes en médecine d'urgence, qu'il y a 800 médecins de famille qui ont une pratique exclusive en urgence. Est-ce que vous savez combien de médecins de famille n'ont pas une pratique exclusive en urgence? Parce que il y a un certain nombre de médecins qui ne sont pas obligés d'en faire. Avez-vous une idée de ce... Comme c'est mentionné, entre 1200 et 1700 patients 1200 médecins. 1700, c'est OK. difficile d'avoir un chiffre précis parce que au ministère, on n'a pas colligé ces chiffres-là. Donc, la DNU, la Direction nationale des urgences, n'a pas ces chiffres-là. Et nous, comme on est une association volontaire, on n'est pas comme l'Association des spécialistes, qui est un organisme syndical. Donc, on n'a pas l'obligation d'avoir tout le monde qui fait de l'urgence dans notre association. Donc, ce sera entre 1200 et 1700, plus les 800 qui sont à C'est temps 800. complet. Donc, là. ça sera grosso modo on s'entend, 2000 à là. 2500 médecins pratiques dans les urgences. Donc, on se rend compte que la contribution qui est demandée aux médecins de famille par rapport aux urgences, elle est énorme. Et elle est différente. En Ontario, on ne demande pas ça aux médecins de famille. Qui fait les urgences en Ontario? Ce sont des médecins formés pour ça principalement. Donc, des médecins qui vont faire soit la spécialité. La spécialité était reconnue en Ontario bien avant au Québec. Ou des médecins de famille qui ont fait une 3e année de spécialité. Donc, la plupart des centres universitaires ont des médecins de ces deux types-là exclusivement. Par contre, dans les milieux plus ruraux, ce sont encore des médecins de famille qui n'ont pas nécessairement une formation complémentaire. Donc, la formation à laquelle vous faites référence, c'est un peu celle des 800 médecins qui ont suivi l'année supplémentaire. Bien, les 800 médecins, il y en a peut-être 30 qui ont suivi une année supplémentaire. Mais on a aussi cette option-là ici. On a aussi cette option-là. Est-ce que vous diriez que dans ce cas-là, ça nous prendrait plus de médecins spécialistes?
plus d'urgentologues au Québec? Bien, je pense qu'il y a une tendance vers une augmentation. On en a moins au Québec qu'il y en a dans les autres provinces. Cependant, au niveau des programmes universitaires, on a vu plutôt l'année dernière une tendance vers la réduction, que ce soit le nombre de postes spécialistes ou le nombre de certificats pour la 3e année de médecine d'urgence. Ces postes-là ont été réduits l'année dernière. Donc, nous, de notre côté, on considère que l'expertise et la formation sont une contribution importante. Et puis, nous, on a milité contre une réduction de ces postes-là. Donc, vous dites qu'il y a quand même beaucoup d'interventions qui sont actuellement peut-être pas bien synchronisées. Dans le fond, ce qu'on constate, là, c'est qu'il y a différents choix qui sont faits et il y a un effet de cascade. Si on manque de médecins spécialistes, on va chercher des médecins de famille. Ces médecins de famille-là qu'on pensait demander pour 12 heures sur 36, dans le fond, en font plus. Et tout ça, ça draine toujours systématiquement le nombre de médecins qui sont vraiment disponibles auprès des patients. Maintenant, ce qu'on déplore dans le projet de loi 20, c'est que là, on va refaire ce travail-là, mais sans avoir de données populationnelles. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité aux médecins de choisir encore des menus et des points, d'avoir des points bonis sur certains sous-types de pratiques, mais sans s'assurer que la population d'un CIS, puisqu'on va avoir des CIS et que le ministre fait référence au projet de loi 10, va être, encore une fois, qu'on sera sûr d'être capable d'avoir du potentiel d'offrir des services de santé avec des infirmières, avec des pharmaciens, avec des médecins de famille, au bon endroit, au bon moment. On ne fait pas cet exercice-là. On repart des prérogatives médicales et on veut encore jouer avec ces ratios-là en mettant des éléments de coercition à l'intention des médecins. Oui. Et comme je disais tantôt, pour les médecins qui sont à temps partiel, admettons que les AMP sont diminués, s'ils sont obligés quand même d'aller faire de la prise en charge à la hauteur de 1000 patients, par exemple, bien, ils n'auront plus le temps de faire de l'urgence. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux effectifs dans les urgences? On a identifié qu'à peu près 92% des médecins qui travaillent dans les urgences sont des médecins de famille. Les spécialistes étant seulement 150. Là. Donc, surtout en région où les gens ont justement une pratique un peu plus multifacette, là, la multifacette, ça peut être dramatique, ces mouvements de quelques médecins à gauche et à droite. Quand on a un département de médecine d'urgence qui comprend seulement 12 médecins, s'il y en a 2 qui s'en vont, ça fait un impact important. Donc, les régions sont particulièrement inquiètes de voir qu'est-ce qui va arriver au lendemain d'un projet de loi 20, comment les médecins vont sauver leur peau et qu'est-ce que ça va donner sur la qualité des soins et qu'est-ce qui va rester dans les urgences. Merci. Je vais laisser la parole à mon collègue député de Rosemont. Oui, alors, collègue député de Rosemont. Oui, bonjour, bienvenue. Ce matin, un ancien ministre libéral de la Santé, M. Claude Castonguay, a publié dans le quotidien La Presse un extrait d'un ouvrage à paraître où il assimile les propositions de réforme de son successeur actuel à des changements apportés. Ces projets de loi s'inspirent des régimes de pays comme la Chine et l'URSS. Ils procèdent d'une pensée autoritaire hiérarchique, une orientation vouée à l'échec. Je ne vous demanderai pas de commenter cette partie, mais je vais demander de commenter la conclusion. Il explique que puisque les réformes proposées ne conduiront pas à davantage d'accès, comme dans ces régimes, les citoyens vont quand même tenter d'obtenir les services nécessaires de la part de médecins désengagés, par favoritisme et au moyen d'expédients de toutes sortes. Et il conclut, ce processus est d'ailleurs malheureusement déjà engagé. Est-ce que c'est également votre lecture? Je ne sais pas comment répondre à votre question. C'est certain que actuellement les médecins sont quand même engagés envers leur clientèle et tout. Ce qui me fait plus peur, moi, c'est que ça va avoir l'air dans quelques semaines là, ou dans quelques mois. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi 20 si elle devient une réalité? C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Actuellement, je pense qu'il y a des progrès au niveau de l'accessibilité, il y a des progrès au niveau des interventions multidisciplinaires et tout. Là, on voit que ça a aidé quand même beaucoup, là, tous ces nouveaux médecins qui sont arrivés sur le marché du travail depuis une dizaine d'années, au point même que les AMP qui étaient créés pour
résoudre un problème de pénurie de médecins aigu dans les urgences, c'est plus vraiment le problème, sauf peut-être dans les régions où justement il y a moins de médecins. C'est pour ça que nous, on voit d'un œil favorable que les AMP soient modifiés, diminués et peut-être même abolis carrément, dépendamment des structures régionales. Vous avez indiqué que le dépôt du projet de loi crée quand même un contexte d'accélération de la discussion publique, y compris de la part des médecins. Vous avez cité le premier ministre qui évoque la possibilité de ne pas légiférer alors qu'on est en train de discuter d'un projet de loi. À votre avis, si le ministre décidait de créer une table ronde ou des états généraux ou de dire, bon, ben, on va se réunir, on va faire un appel de proposition qu'à coût nul, on va essayer de trouver la solution aux 2 millions de Québécois qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Croyez-vous qu'un processus comme celui-là pourrait arriver à une entente consensuelle d'ici juin? Oui, j'en suis convaincu. Je pense que c'est ça que les médecins demandent depuis un certain temps déjà. Un dialogue, quelque chose de constructif, et on peut mettre plus de choses sur la table, et on peut discuter de questions de rémunération, on peut discuter de toutes sortes de choses dans un travail collaboratif dans des états généraux, ce qu'on ne peut pas faire avec une loi et puis un projet de loi et des commissions parlementaires. Comme contribuable, on a quand même l'impression, et c'est vrai pour les spécialistes, c'est vrai pour les médecins généralistes, que, bon, vous êtes formés pour rendre des services, vous êtes dévoués, vous travaillez très fort, vous êtes formés pour ça, vous êtes bien payés, et que constamment, on doit vous donner des primes pour faire ce qui doit être fait. On a constamment cette impression-là, et que les sommes sont considérables. Et effectivement, il y a eu des éléments de coercition, comme pour les AMP, qui ont toujours suscité beaucoup de résistance. Est-ce que vous pensez que la profession médicale a une part de responsabilité dans le fait que l'offre de service n'est pas optimale en ce moment? Écoutez, je pense que tout le monde est responsable quelque part. C'est certain qu'on ne peut pas nécessairement se laver les mains et puis dire c'est la faute à l'autre. Je pense que justement l'essence même d'un travail de collaboration, c'est de rechercher les éléments positifs dans chacun des corps de métier pour solutionner le problème d'accès. Fait que de ce côté-là, moi, je pense que tout le monde doit travailler main dans la main là-dessus. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez respecté tout à fait le temps. Je cède maintenant la parole au collègue député de Lévis pour 7 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Merci, Dr Mathieu, d'être ici, M. Fiset. Moi aussi, je suis du genre à avoir entendu à travers votre mémoire et lu à travers votre mémoire des pistes de solutions. Bizarrement, parce qu'on dit qu'il y en a peu. Je sais que vous avez échangé, le ministre et vous, sur les débuts de vos carrières respectives, puis sur les échanges professionnels et votre vision d'un monde idéal en médecine, mais on revient parce qu'on est en 2015 sur le PL20. Et j'en vois, moi, des pistes de solutions. Et je vois aussi, je lis surtout des inquiétudes également, puis je vais aussi vous donner l'occasion d'en citer quelques-unes dans la mesure où le projet serait adopté dans sa forme actuelle parce que vous en manifestez. Mais je reviens juste avant sur un dossier important, celui des AMP, parce que vous le décrivez comme étant une solution potentielle. D'ailleurs, je vous dirais qu'à ce chapitre-là, le ministre se rappellera qu'en 2012, il était partie prenante de cette solution-là. Je pourrais lui demander s'il s'en rappelle, oui ou non, mais je pense qu'il dirait oui. Merci. Docteur Mathieu, les gens craignent, quand on parle d'une abolition potentielle des AMP, progressivement, la difficulté potentielle pour des régions. C'est-à-dire qu'on craint la découverture, par exemple. Pourriez-vous développer un peu sur ce thème-là? Parce que vous dites aussi que c'est faisable. Vous nous dites également, et vous me corrigerez, mais moi je comprends qu'actuellement, des médecins omnipraticiens qui travaillent en urgence, même si on abolissait cette obligation-là, choisiraient de continuer à travailler en urgence. Il y en a qui en font leur pratique et désirent continuer à faire leur pratique. Et si je comprends aussi vos propos, le fait de les maintenir et d'obliger un quota met mal à l'aise aussi des urgentologues qui se sentent mal pris d'être obligés de faire du bureau alors qu'ils sont dissociés de cet environnement-là depuis longtemps.
revenons sur les régions. Est-ce que cette crainte, elle est légitime pour les régions? Et comment vous voyez ça dans une abolition potentielle des activités médicales particulières? Oui, effectivement, comme je l'ai mentionné tantôt, les régions sont peut-être un endroit plus sensible à l'effet des AMP. C'est pour ça qu'il faudrait être prudent lorsqu'on va vouloir réduire les AMP puis voir où est-ce que c'est facilement applicable et où est-ce que ça ne l'est pas. Dans les établissements à Montréal, c'est ceux que je connais le mieux, en général, c'est plutôt le contraire qu'on a en ce moment. On a plutôt des médecins qui cherchent à travailler dans un hôpital, mais il n'y a plus de place. Les postes sont tous comblés. Et donc, le besoin d'une coercition pour en faire travailler plus de médecins et jeunes médecins gradués dans les hôpitaux n'est plus vraiment là. Par contre, en région, je pense que c'est encore quelque chose d'important à garder en tête. Donc, il va falloir moduler ça. Et puis, ça ne peut pas être mur à mur en venant d'en haut, qu'on décide, boum, c'est comme ça. Il faut que ça soit modulé selon les différentes régions et selon les besoins spécifiques des clientèles. Alors revenons et gardons votre vision des choses, parce que c'est une des solutions, et il y en a d'autres là, que vous présentez. Comment on corrige ou on évite la problématique dont vous me parlez? Puis qu'est-ce qui fait que, de fait, si à Montréal, il n'y a plus de place, en région, un jeune médecin qui sera obligé de faire de l'établissement ne décide pas de faire de la pratique en établissement sa pratique primordiale ou première? Mais là, il peut y avoir des questions de préférence personnelle. Puis c'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas cette possibilité-là dans les AMP actuels. On ne peut pas décider que moi, j'ai gradué en médecine familiale, j'aime la pratique en bureau et je vais faire ça exclusivement du bureau. On ne peut pas faire ça en ce moment avec les lois actuelles. Il faut faire de l'établissement. De la même façon, quelqu'un qui dit « Ah, moi, je veux faire juste de l'urgence à Rivière-Rouge ou ailleurs », il peut le faire parce que c'est un établissement. Mais l'inverse n'est pas vrai pour celui qui veut faire de la prise en charge. Et puis surtout aussi en région avec des problèmes dans les établissements, mais ils ont des problèmes aussi d'accès en première ligne aussi, là, important. Il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin de famille également en région. Donc, si on n'essayait pas de contraindre tout le monde à faire un petit peu à gauche, un petit peu à droite, puis qu'on laissait un peu plus de liberté, les gens iraient là où ils ont des affinités, puis ça permettrait une prise en charge maximale, une expertise maximale aussi, parce que quand vous éparpillez vos expertises, bien forcément, vous en avez un peu moins. Et ça permettrait sûrement, je pense, d'avoir une meilleure satisfaction au niveau des médecins et donc une meilleure satisfaction au travail et donc une meilleure qualité de soins. Me dire que, et compte tenu des effectifs, parce qu'on en a beaucoup parlé, on est à 9 200 quelques médecins omnipraticiens pour presque 10 000 médecins spécialistes, et que cette couverture-là, ce nombre de médecins-là qui a grimpé, fait en sorte qu'en principe, il ne devrait pas y avoir de problème d'accessibilité. Êtes-vous en train de me dire que si on laissait la liberté aux médecins de gérer leur pratique avec les solutions que vous apportez, on n'aurait pas besoin d'un projet de loi 20 que vous jugez être extrêmement punitif et coercitif? Je vais commencer avec la dernière phrase. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un projet de loi 20. Maintenant, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Les AMP, c'est pas la même chose que les plans régionaux d'effectifs médicaux. Okay? Donc, il y a deux nuances ici. Les AMP vous disent établissement par rapport à la première ligne ou bureau. Les PREM vont dire, bien, vous allez aller dans la région de Mauricie-Bois-Franc, par exemple, ou la région de la Capitale-Nationale. Ça, c'est les PREM. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, les PREM vont servir à la répartition régionale des médecins pour que, justement, des régions ne soient pas appauvries en médecins, alors que les AMP vont dire, bien, vous travaillez là ou là, dans la même région. Donc, je pense qu'il y a ces deux éléments qui jouent différemment dans l'équilibre. Il y a des choses à revoir. Oui, probablement. Écoutez, les PREM, c'est important. Là, on ne peut pas non plus dire que les régions doivent être déshabitées pour que tout le monde travaille à Montréal ou à Québec. Je pense que c'est important. Mais d'un autre côté, dans les nouveaux médecins, j'en connais beaucoup qui sont intéressés à aller travailler à Maria, à Dolbeau et tout ça. Donc, c'est pas... je pense que partout, il y a un bénéfice d'avoir eu un grand nombre de gradués dans les dernières années. Je reviens sur des éléments parce que, à travers ceux qui nous regardent ou nous écoutent, il y a aussi des usagers
qui souhaitent voir un médecin, qui se rendent aux urgences, qui souhaitent vous rencontrer, etc., ils ont des préoccupations en fonction de notre projet de loi parce que l'accueil de ceux qui devront le mettre en pratique, des médecins, est important. Vous parlez même de qualité de soins et de sécurité des patients. Vous dites qu'il y a des médecins d'urgence qui sont inquiets parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec la prise en charge en bureau. Vous parlez du nombre d'heures d'activité en clinique minimale par rapport au travail que vous avez à faire. Vous avez même dit que vous craignez que des médecins délaissent la formation continue, en tout cas soient moins attentifs parce qu'on n'aura plus ni la motivation ni le temps de le faire. C'est important. C'est important parce que là, quand on veut contraindre les médecins... D'accord. Merci. Pardon. Pour 30 secondes. 30 secondes. Le 36 heures, c'est la norme que M. Barrette a mis sur papier pour dire que 36 heures, c'est le minimum que vous devez faire pour ne pas être obligé de faire de la prise en charge. Alors nous, les médecins d'urgence à temps complet qui ne faisons pas de prise en charge et que nous ne voulons pas en faire, comment on va s'en sortir? 36 heures, c'est invivable. On ne peut pas faire 36 heures de temps clinique. Et si on fait ça, on ne fait plus rien d'autre. C'est ça que ça veut dire. Merci. Nous cédons maintenant la parole à notre collègue de Mercier pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment aborder ce sujet, mais je prends quand même un risque. Les personnes qui sont très compétentes, qui ont beaucoup de capacités, puis en plus un succès, parfois, il y a un danger qui les guette. Ils en viennent à croire qu'ils ont la réponse à tout. Et parfois, envers et contre tous, que tout le monde a tort et qu'ils sont les seuls à avoir raison. Et ça complique la possibilité d'accepter des solutions qui viennent d'ailleurs. On a entendu le ministre récemment, à travers un article de journal, dire que, à date, dans tout ce que j'ai entendu, il n'y a personne, sauf moi, qui a proposé des solutions pour régler les problèmes d'accessibilité. Ma collègue en a fait mention, pourtant nous avons beaucoup entendu de solutions. Le ministre dit, si ça devait marcher, ça aurait fonctionné. Mais le problème, c'est pas parce qu'il y a eu des solutions que les gens ont faites et que ça a été appliqué que ça n'a pas marché. C'est exactement le contraire. C'est que depuis 1998, il y a eu au moins 5 réformes de la santé, mais toujours imposées par le ministre qui pensait avoir raison, qui pensait avoir la solution. Bien que des associations comme les médecins québécois pour un régime public, l'Association québécoise des médecins de famille, la Coalition des médecins pour la justice sociale, dont l'actuel premier ministre, comme moi, était membre. On a fait des solutions... Oui, mon cher collègue, tu n'es pas au courant. Sans s'interpeller, oui, collègue de très Mercier. bien. Ce que je veux dire, depuis 15 ans, on fait des propositions, mais les ministères, en fait, ce qui aujourd'hui fait que l'adage d'Einstein s'applique, c'est qu'en fait, toutes ces réformes-là ont été appliquées par en haut, seulement en consultant les fédérations médicales, qui avaient des intérêts financiers et le dialogue tournait alentour de la question salariale et certaines conditions de confort des médecins et non pas axé sur les besoins d'accès aux premières lignes. Donc c'est sûr que si le ministre répète la même erreur, c'est-à-dire applique sa solution sans mobiliser les meilleurs acteurs, sans mettre ensemble tout le monde, sans trouver des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, bien, ça va être encore un autre échec. Le principe d'Einstein va s'appliquer parce que ce ministre s'entête à appliquer exactement la même recette que toutes les autres 4 autres réformes qui ont été appliquées depuis maintenant tout près de 15 ans. Je voudrais, dans le temps qui nous reste, que vous nous disiez parce que là, le ministre essaye de vous faire dire que, dans le fond, nos solutions n'en sont pas juste parce que lui, il ne veut pas les entendre. Je ne veux pas lui imputer d'intention, mais c'est ce qu'il a dit dans le journal, c'est qu'il n'y a aucune autre proposition que les siennes. Bien là, dites-moi votre solution principale. Répétez-le nous avant la fin de votre intervention. L'accès avancé en première ligne, les groupes de médecins de famille, l'informatisation du réseau, ce sont les 3 choses qui vont aider au niveau de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions, représentant de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Nous suspendons quelques instants.